Donc, on va passer, merci mesdames. On va passer au dernier topo. Donc, après avoir dit que la chirurgie, il y avait une désescalade chirurgicale, que la chirurgie, les essais démontraient que sans chirurgie, on faisait aussi bien qu'avec, eh bien, Roman Rousier va venir nous faire rêver avec la place de la biologie, qui va nous permettre peut-être d'avoir une chirurgie encore plus personnalisée. On va s'en sortir. Je vais fermer ici. Et voilà. Génial. Ta chambre. Alors, écoutez, merci. Donc, je vais être concis. J'ai 800 diapos. Non, je blague. Alors, globalement, la question posée, elle était quand même assez complexe. Hein. Ça, c'est le titre. Impact de la biologie sur la prise en charge chirurgicale. La proposition chirurgicale s'inscrit dans un contexte nouveau de connaissances biologiques, de nouveaux marqueurs. Globalement, il faut lire la question, essayer d'y répondre. Et j'ai essayé, en illustrant, de voir comment on pouvait intégrer la biologie dans les classifications. Est-ce que c'est déjà le cas ou pas? De voir si c'était à intégrer dans la stratégie chirurgicale, soit initialement, en fonction de la carte d'identité de la tumeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup progressé sur la capacité à classer les tumeurs et à s'adapter en termes de thérapeutique. Et enfin, en temps réel, avec les biomarqueurs. Et en particulier, je prendrai l'exemple du col de l'utérus, avec ce qui, je pense, va émerger dans les années à venir. Alors, il y a aussi évidemment l'accès à la tumeur pour mieux appréhender la biologie, mais ça, c'est un autre sujet, ça, je ne l'évoquerai pas. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a tout de suite une approche qui est quand même assez biologique. Ça, c'est un schéma quand on explique à la patiente ce qu'on va lui faire aujourd'hui. Ça, c'est même pas moi, c'est Nicolas Pouget, un de mes bras droits. J'ai de la chance, dans mon service, j'ai que des bras droits. C'est bien pour un service de chirurgie. Et donc, globalement, on voit qu'on explique à la patiente qu'il y a la tumeur, il y a les ganglions, on va retirer la tumeur ou le sein, et puis on dit, ben voilà, c'est un carcinome lobulaire infiltrant, il a des récepteurs d'œstrogène, il a une faible prolifération. Et donc on lui explique tout ça, on lui explique pourquoi chez elle, malheureusement, à faire une mastectomie, pas une chimiothérapie non-adjuvante, parce que très probablement, elle ne répondra pas comme on le souhaite pour permettre un traitement conservateur. Et donc finalement, on se doit de donner ces explications à la patiente. Et tout simplement, je vais illustrer par traitement conservateur versus mastectomie comment savoir si on intègre vraiment la biologie dedans. Alors quand on veut faire un traitement conservateur, c'est en gros, hein, j'ai dit, il y a 5 questions. Est-ce que de toute façon c'est accessible initialement en fonction du TNM, aussi de l'anatomie, le volume des seins? Est-ce on a une forte probabilité de réponse à un traitement médical premier? Quel est l'impact d'une maladie résiduelle? Et là, c'est vraiment important, et je vais y revenir un peu plus tard. Et enfin, l'impact de la chimiothérapie. Une patiente âgée, ça va être un peu plus compliqué, puis l'histoire familiale. Donc, globalement, tout ça, on peut le mettre dans un tableau, mais c'est toujours mieux de le mettre comme un logigramme ou un algorithme que feraient les biologistes avec toute leur voie de signalisation. Et ben, pour prendre en charge un cancer du sein, ça ressemble aujourd'hui à peu près à ça. Alors, c'est un peu compliqué, je vais le simplifier un peu avec 2 diapos. La première question, c'est est-ce qu'on peut endormir la patiente, oui ou non? Et si vous ne pouvez pas l'endormir, et ben vous allez regarder le statut des récepteurs aux hormones. Donc là, vous faites déjà un petit peu appel à la biologie. Et si c'est récepteurs hormonaux positifs, vous dites, super, on va vous donner des comprimés. La patiente est toujours très contente. Quand elle a 92 ans et qu'on dit qu'on ne va pas l'opérer, on est d'accord avec ça, Jean-Marc? Voilà, et puis ensuite, vous allez regarder si ça répond. Puis avec un peu de chance, vous l'opérez sous anesthésie locale ou elle mourra de sa belle mort d'une autre maladie. Maintenant, c'est l'autre côté qui est plus intéressant. C'est si le traitement conservateur est possible, c'est une vraie question. Et là, c'est là qu'on va intégrer de la biologie, parce que sur ce logigramme, tout ce qui va vers, c'est de la biologie. D'accord? Et donc, ça veut dire que notre décision pour aboutir à la mastectomie, à la tumorectomie, ou à la chimiothérapie non-adjuvante première pour essayer de baisser le volume d'une tumeur, va être fonction de la biologie. Alors, je vais aller sur la gauche, où vous voyez, ici, il y a marqué est-ce que le traitement conservateur, il est possible? Ici, c'est oui. Est-ce que la patiente, elle est N+, ou N-? Est-ce qu'il y a un envahissement ganglionnaire? Ce qui est très intéressant quand même, c'est que la biologie, c'est sympathique, mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi il y a des patientes qui ont un envahissement ganglionnaire et d'autres non. On ne le sait pas aujourd'hui. On est incapable, avec la biologie de la tumeur, de dire pourquoi est-ce qu'il y a un N+. Et le principal facteur de N+, c'est quoi? C'est la taille de la tumeur. C'est quand même bête comme tout, mais c'est la réalité. Ensuite, si le traitement conservateur n'est pas possible, il y a 2 situations. Soit elle soit jamais possible, et dans ce cas, on n'a qu'à faire une mastectomie, eh bien non. On va regarder si la tumeur elle est triple négative ou HER2, parce que dans ce cas-là, on va quand même s'orienter vers une chimiothérapie non-adjuvante, même si on sait qu'on ne fera pas un traitement conservateur. Pourquoi? Parce que même si le traitement n'est pas conservateur à la fin, s'il y a de la maladie résiduelle, on va avoir un traitement de rattrapage. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Ça veut dire que, clairement, depuis
2 mois maintenant ou 3 mois, non, depuis août. En fait, les patientes qui sont HER2, elles ont du TDM1. Les patientes qui sont triple-neg depuis quelques mois déjà, enfin depuis 1 an maintenant, elles ont du Xelodone. Il y a des traitements de rattrapage. D'où l'intérêt de faire un traitement médical premier. Mais ça, c'était juste pour illustrer que finalement, la question de la mastectomie, tumorectomie, c'est vraiment une complexité qui intègre la biologie moléculaire. Je passe sur le BRCA parce que le temps presse. Maintenant, il y a des cas qui sont quand même très compliqués. Et là, bon courage, vous avez une tumeur qui est T1N0 grade 3, qui a une amplification HER2. Donc, il y a un talon d'Achille. Et puis là, on a 2 stratégies. Soit on opère la patiente d'emblée avec l'espoir de faire une désescalade avec une chimiothérapie qui est plus simple, 12 taxol hebdo avec de l'herceptine, s'il n'y a pas d'envahissement ganglionnaire et que c'est bien une tumeur T1. Et si par contre, vous pouvez faire une autre stratégie, vous passez en chimiothérapie non-adjuvante. Là, c'est une chimiothérapie qui est plus lourde. Par contre, s'il y a une maladie résiduelle, vous allez rattraper. Vous allez pouvoir avoir une survie qui sera meilleure parce que vous allez mettre du TDM1 après l'herceptine. Donc compliqué, et ça, c'est source de grands débats en RCP. Et on va choisir en fonction du statut des récepteurs aux hormones, mais aussi de la taille du sein, la taille de la tumeur, la localisation. Bon, ça c'est très anatomique, ça c'est un peu de biologie, mais il nous faudrait vraiment quelque part des facteurs prédictifs. Et ça, malheureusement, on ne les a pas aujourd'hui. Voilà. Sur le cancer de l'endomètre, ça c'est intéressant parce que finalement, la biologie de la tumeur, elle a été intégrée depuis déjà des années. Et en fait, aujourd'hui, à côté du TNM, on va définir en fonction du type histologique un type 1 qui sont des tumeurs endométrioïdes et un type 2 qui sont des tumeurs beaucoup plus agressives, les cellules claires, les papillaires séreux, les carcinosarcomes. Alors un des problèmes, c'est que quand vous faites une biopsie d'endomètre et que vous opérez derrière, vous avez des discordances, mais bon, on sait faire avec et on vaut mieux faire un traitement à minima et rattraper secondairement par une deuxième chirurgie si nécessaire. Et en fonction de la biologie, de toute façon, vous allez faire un geste qui va être différent, qui va être plutôt à minima dans les types 1, parce que globalement, vous allez définir en fonction de ce que vous avez à l'IRM ou ce que vous avez sur la pièce définitive, la nécessité de faire ou pas un curage axillaire. Par contre, dans les grades 2, dans les types 2, là, vous allez faire des curages, vous les traitez comme un ovaire, enfin, comme un ovaire avant, et vous allez faire une lymphadénectomie pelvienne et lombo-aortique, l'omentectomie, les biopsies péritonéales, etc. etc. Il y aura de la chimiothérapie, de la radiothérapie, on est vraiment un cran au-dessus. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Ouais, est-ce qu'il faut faire les curages? Moi, j'aimerais bien. Aujourd'hui, on a arrêté les curages systématiques dans le cancer de l'ovaire. On les fait encore de façon systématique dans l'endomètre. C'est peut-être bien dommage. Est-ce qu'on va être capable de définir une chimiosensibilité et un intérêt des inhibiteurs de PARP? J'y reviendrai avec un petit topo sur l'ovaire, qui sont aujourd'hui un vrai progrès. Ça va dépendre du grade, de la BRCA/NES, etc., etc. Mais ça, c'est moins évident dans le cancer de l'endomètre que dans le cancer de l'ovaire. Et puis, il y a aussi peut-être un intérêt de l'immunothérapie, parce que les tumeurs qui sont MSI positives, dans le cas de Lynch, elles peuvent avoir accès à l'immunothérapie. Il y a un intérêt qui a été démontré. Alors, c'est dans le cas d'une étude accès. Je vais vous montrer un petit exemple. C'est Madame T qui a 81 ans. Elle a une hystérectomie en 2016. Petit grade, petite tumeur, tout va bien, super, plurithérapie vaginale. Mais bon, malheureusement, moins d'1 an après, récidive ganglionnaire et masse rétrovésicale. Bon, on reçoit la patiente. La patiente, on lui fait une chimiothérapie par carboplatine taxol parce que bon, ça c'était son PET scan au départ, hein, c'était quand même un peu volumineux pour une patiente de 81 ans. Et puis on revoit la tumeur, et la tumeur elle est RH positive et MSI positif. Donc on se dit tiens, on va faire un relais par létrozole. Enfin, un relais par létrozole, ça tient un petit peu, mais enfin quand même quelques mois après, il y a une reprise évolutive, et vu qu'elle est MSI positive, programme accès, elle a de l'immunothérapie. Ça tient 1 an, sauf qu'au bout d'1 an, elle fait une hypocalémie, des troubles du rythme cardiaque avec un orage rythmique. Nécessité de choc électrique externe, pose une sonde d'entraînement, donc vous voyez, et puis en fait on diagnostique une insuffisance corticotrope, ça veut dire des effets secondaires malheureusement de l'immunothérapie. Néanmoins, sur l'imagerie, il y a une poursuite de la régression de la lésion, et ça c'est le PET scan après l'immunothérapie, et j'ai revu cette patiente très récemment en octobre, elle a une progression métabolique, alors maintenant elle a 83 ans malheureusement, une progression métabolique, ceci dit là j'ai 2 ganglions, il y en a peut-être un petit ici, je vais voir si je peux pas l'opérer. J'attends de voir un peu l'opérabilité, mais on voit que quelque part, en intégrant la chirurgie, en intégrant la biologie moléculaire, on peut tenir. Et cette patiente, elle a une bonne qualité de vie. C'est correct, même si elle a sa sonde d'entraînement au niveau cardiaque, c'est tout à fait correct. Après, une des pathologies qui a quand même beaucoup évolué, c'est le cancer de l'ovaire. Et là, il y a encore des questions biologiques. Ça, c'est des choses qu'on voit extrêmement rarement. Tout à l'heure, il y avait la question du sous-péritoine. Le nodule péritonéal qui donne une métastase hépatique en regard, c'est franchement exceptionnel. C'est très mal barré, d'accord? On est d'accord avec ça. Mais pourquoi est-ce que la majorité des tumeurs ne vont pas envahir le foie et puis d'autres le font? Ça, on ne sait pas. Le jour où la biologie saura répondre à cette question, ça sera déjà pas mal.
Pourquoi des patientes ont une miliaire avec une atteinte du grêle et d'autres aucune? On ne sait pas. Et si on pouvait le savoir à l'avance, ça serait peut-être pas mal parce qu'on ferait peut-être des traitements qui sont différents. Alors on a une classification moléculaire des cancers de l'ovaire avec des types 1 et des types 2. Bon, la majorité c'est des séreux de haut grade. On a des choses qui sont plus proches du cancer de l'endomètre, des bas grades, des mucineux, avec des mutations qui sont distinctes pour chacune pour chacun de ces types histologiques. On va s'intéresser un petit peu au BRCA1 et BRCA2 parce que quelque part, c'est là qu'il y a eu le plus de progrès, avec des constats. Le constat, par exemple, c'est que les patientes qui sont mutées BRCA1, on les connaît depuis maintenant quelques années avec le diagnostic de ces prédispositions génétiques, et on voit qu'elles ont des survies à 5 ans. On savait qu'elles avaient des survies à 5 ans qui étaient supérieures aux patientes non mutées, parce qu'elles sont plus platine sensibles. Et donc ça, dans la notion de traitement combiné, il faut l'intégrer. On a plus envie de donner de la chimiothérapie à une patiente dont on sait qu'elle va répondre, plutôt qu'à une patiente dont on sait qu'elle ne va pas répondre. Ceci dit, aujourd'hui, c'est carbotaxol pour tout le monde, et quand c'est pas carbotaxol, c'est taxol carbo. Donc c'est sûr que c'est un peu assez limité comme choix. Alors, cette sensibilité accrue aux chimiothérapies, maintes fois démontrée, bon, elle est explicable parce que globalement, la chimiothérapie, ça abîme l'ADN, BRCA, ça répare l'ADN, et quand vous avez une incapacité à réparer l'ADN et les tumeurs BRCA1, elles sont moins si la patiente est moins plus, on peut comprendre qu'elle soit plus chimiosensible. Mais ce qui est génial, c'est que la réparation de l'ADN, elle se fait par BRCA et par PARP, c'est très schématisé, je reconnais, et qu'avec ces nouveaux médicaments qui s'appellent les inhibiteurs de PARP, vous allez avoir une double létalité, et donc là, vous allez avoir une énorme chimiosensibilité potentiellement. Alors, on ne peut pas donner chimiothérapie et inhibiteur de PARP en même temps, mais en faisant de façon séquentielle ces traitements, on a démontré, ça c'est la première étude, mais toutes les études sont positives, et même au-delà de la BRCA-NES, montrent un bénéfice quand même vraiment important aux inhibiteurs de PARP, et avec, quelque part, des compétitions. Au départ, quand je suis arrivé à Curie, on était dans ton étude, Jean-Marc, sur la chip dans l'ovaire. Et on est sorti très rapidement, parce que quand on a vu ça, on a dit, non, on ne peut pas mettre les patientes en chip, parce qu'il faut leur donner des inhibiteurs de PARP. Et l'histoire, je suis désolé pour Prodi, je nous dis, peut-être que vous avez eu raison quand même. Ok, donc ça fait, on fait un pari à un moment. On a fait le pari, nous, de donner plus d'inhibiteurs de PARP. Bon, je ne regrette pas aujourd'hui, mais on aurait pu se planter, je reconnais. Après, un des éléments, c'est qu'aujourd'hui, notre séquence thérapeutique, elle a changé, et on fait beaucoup de chimiothérapie néoadjuvante. Alors, je ne vais pas du tout taper sur la chip, mais enfin, ça, c'est une patiente qui a vraiment un cancer classique de l'ovaire. Compliqué, vous avez la carcinose sur la coupole, franchement. En bas, on n'y retrouve rien du tout. Vous faites une chimiothérapie, vous avez ça. Elle a répondu de façon majeure. Il reste peut-être un tout petit nodule ici. C'est dommage que la flèche, elle apparaît pas sur l'écran, non? Ouais. Il reste un tout petit nodule sur la coupole. Méfiance, il y en a toujours 4 derrière. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra de toute façon mobiliser le foie. Mais sur la vessie, ça va être quand même beaucoup plus simple. Et vous allez éviter une résection colorectale. Mais en fait, l'idéal, ce serait d'être certain qu'on va obtenir ça avec la chimiothérapie. Alors, la discussion de la chimie dans les cancers de l'ovaire, elle n'a jamais été fonction de la biologie, elle a été fonction de la chimiosensibilité. C'est un peu lié quand même. Mais c'est vrai que quand j'en parlais avec Dominique, il me disait non, mais bon, je vois pas trop l'intérêt dans les cancers de l'ovaire parce que c'est une maladie qui, contrairement au cancer du côlon, est plutôt chimiosensible, si elle n'est pas chimiocurable. Bon, voilà, moi j'avoue que j'ai jamais été converti à la chip et c'est comme ça, quoi. Alors après, des fois ça répond quand même moins bien. Là, même si le CA125 s'est normalisé, ça a quand même moins bien répondu. Il faudra quand même qu'un jour on soit capable d'expliquer ça. Et puis quelque part, il y a aussi un truc fantastique, c'est que le modèle de la chimiothérapie néoadjuvante, et je sais qu'on vient juste d'avoir les traitements de rattrapage dans le cancer du sein, on les aura dans le cancer de l'ovaire à un moment. D'accord? Et le fait d'intégrer dans notre notion la biologie de la tumeur pour dire je fais une chirurgie d'intervalle, j'ai la tumeur avant-après, j'ai une notion de sensibilité au traitement, c'est quand même pas mal. Et puis il y a ce cas-là. Ce cas-là, c'est une patiente où vous voyez sur la coupole, il y a plein de petits nodules. Pareil dans le cul-de-sac de Douglas, c'est extrêmement diffus. Ça, et si vous voulez la mettre en CC0, il faut faire des péritonectomies vraiment extensives. Et cette patiente, c'est une réponse complète à la chimiothérapie. Et sans surprise, elle est BRCA1. D'accord? Et donc clairement, dans le choix où on se dit, c'est pas une chirurgie super compliquée parce que les grêles, il était propre. Mais bon, il aurait fallu faire les deux coupoles, tout le pelvis, tout le péritoine dans les gouttières, les pipelons et peut-être la rate derrière. Donc bon, là, on est, sachant qu'elle était BRCA1, et on savait, parce que sa mère avait fait un cancer de l'ovaire, sa sœur un cancer du sein à 40 ans, donc on ne prenait pas un grand risque quand même en disant qu'elle avait une prédisposition génétique.
Et ça fait partie des quelques patientes, mais il y en a moins que dans le cancer du sein, avec une PCR, une réponse pathologique complète. Cette patiente, évidemment, elle est toujours vivante. Alors, le challenge, c'est quand même de faire une séquence thérapeutique à la carte, en fonction de la biologie, au-delà du type 1-2, ça serait fantastique, et on va peut-être y arriver un jour. Et puis, la question des traitements de rattrapage, que l'on n'a pas aujourd'hui. Alors, parce que si c'est pour passer du carbotaxol au taxol-carbo, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, pour finir l'illustration de la biologie avec des cas simples, et j'ai pris col de l'utérus et épicanal anal, parce que tout le monde n'est pas gynéco dans la salle. Pour les cancers du col de l'utérus, pour les petits cols, bon, c'est la chirurgie, c'était un peu la radiothérapie, bon, c'est pas ça tellement la question. La vraie question aujourd'hui, c'est que le bon traitement d'un cancer du col avancé, c'est quand même la radiochimiothérapie, et c'est pareil pour le canal anal, et qu'il y a simplement un moment la question qui se pose de la chirurgie de clôture ou de la chirurgie de rattrapage, avec des images qui sont des fois difficiles à interpréter. Là, il faut profiter de la biologie, parce que le cancer du col, comme le cancer du canal anal, c'est lié à un HPV, la plupart du temps le 16, mais pas que. Cet HPV, il a des protéines de la réplication qui vont circuler une fois que ça va devenir invasif. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui avec l'ADN tumoral circulant qu'on est capable de monitorer. Et c'est même plus simple que de monitorer une mutation, parce que tout simplement, c'est des choses qui sont bien identifiées, plus courtes, il n'y a pas 50 mutations à screener. Enfin, on s'en sort très bien avec les KIRAS et compagnie, hein, ceci dit, avec l'ADN tumoral circulant. Alors, je vais présenter 3 cas. C'est Madame S. Elle a pas du tout 31 ans, Madame S. Elle a plutôt 61 ans. Elle a 61 ans, elle vient avec un stade 4A avec un envahissement de la vessie. On fait, je dis pas de bêtises, ouais, voilà. On lui fait une chimiothérapie première par taxol-carbo 2 cycles, parce que la radiochimiothérapie, ça prend un petit peu de temps, puis elle a la radiochimiothérapie. Elle a une réponse partielle. En fait, elle a consulté déjà avec un rein qui était quasiment muet. Elle a toujours un rein muet. On le décide de l'opérer parce que elle avait un PET scan qui restait positif sur son paramètre gauche avec son urtère qui était complètement pris dans la masse. On fait une cystoscopie, une colpohystérectomie élargie d'un côté. On fait une cystectomie partielle. On sacrifie le rein qui de toute façon ne fonctionne plus. Il reste 2 cm de tumeur avec 70% de surface tumorale au sein du nodule tumoral. Bon, 1 an après, alors qu'elle a quand même un geste un peu lourdingue, elle fait des rectorragies. La paroi au toucher rectal, elle est suspecte à la rectoscopie. Et on fait une biopsie, c'est une rectite radique. Et on n'est pas étonné de voir qu'il n'y a pas d'HPV circulant. Alors, est-ce qu'on... là, c'est pas très grave, on n'a fait qu'une rectoscopie. Ce cas-là, il est un peu plus compliqué. C'est des rectorragies, une anorragie. Elle a une tumeur du canal anal qui fait pas 25 cm, mais 2,5 cm de diamètre, qui s'étend sur le bas rectum. C'est un carcinome épidermoïde. Et à l'IRM et au PET, à l'IRM, on voit 2 lésions. Une au niveau du canal anal et puis une au niveau en para-utérin, au niveau d'un ligament utérosacré. Bon, alors à l'IRM, on dit, ouais, bon, c'est peut-être quand même plutôt une endométriose, sauf que ça fixe, ça fait 35 mm, c'est au contact de la charnière rectosigmoïdienne. Bon, c'est quand même un peu atypique pour une endométriose. Elle a une célioscopie, une biopsie, c'est bien un cancer. C'est bien un cancer, le cancer du canal anal qui est situé au niveau du paramètre gauche, utérosacré gauche. La biopsie est positive. Elle a une chimiothérapie. Je ne connais pas, je pense que ça doit être le bon traitement, hein, cette chimiothérapie. On fait une IRM, un PET scan, et vous voyez, son HPV circulant, il était à 957. Il va descendre à 12. Ça, c'est qu'avec la chimiothérapie. On fait une radiothérapie. Elle négative son HPV, sauf que 1 an après, elle a l'apparition d'une image qui prend un peu le gadolinium, qui prend un peu qui flash un peu au PET scan. Donc on décide de l'opérer. Elle a un HPV circulant, on l'opère, on lui fait l'hystérectomie et la paramétrectomie gauche, et tout revient négatif. Bon, là on se dit, est-ce qu'on aurait vraiment dû opérer cette patiente? Parce que bon, c'est quand même de la chirurgie où derrière elle met un petit peu de temps pour uriner de nouveau, où il y a quand même un risque qui n'est pas du tout négligeable sur les structures adjacentes, comme le rectum par exemple. Bon, là ça s'est bien passé, mais voilà. Et puis Madame A, elle a un carcinome épidermoïde du col, stade 2A, elle a un traitement par irradiation externe, curithérapie avec un patine concomitante. Elle a une hystérectomie de clôture, c'est complètement stérilisé, mais 1 an après, elle récidive, elle habite à Rennes, cette patiente, sous la forme d'une lésion de la glande de Bartholin. Elle est opérée, elle a une 2e radiothérapie sur la glande de Bartholin. Elle a une IRM pelvienne qui dit 1 an après, ben non, il y a toujours un nodule. On la biopsie, c'est positif, on fait une amputation périnée avec pelvectomie postérieure, un lambeau épiploïque, et on lui fait de la chimiothérapie adjuvante parce qu'elle est considérée en CC0, enfin, pardon, en R0,
avec de l'Avastin. Au bout de 30 cycles d'Avastin, on arrête parce que ça coûte cher, parce que c'est pas remboursé. Je disais tout à l'heure, avec Jean-Marc, on en discutait. Et simplement, en mars, on fait un HPV circulant. Il est à 139. Elle a un SCC qui est normal. Et là, on fait une IRM. On trouve un certain nombre de masse périnelle qui est paraurethral. On lui refait une chimiothérapie. Et là, ça répond quasiment cliniquement. Là, j'avoue que l'HPV circulant, il est en attente. Il lui reste une cure de chimiothérapie. Si c'est négatif, je suis quand même pas certain d'y aller. Alors, globalement, peut-être que le logigramme de demain, ça sera, je fais une radiochimiothérapie sur les cancers du col avancé, je fais un HPV circulant, c'est négatif, surveillance, c'est positif, je fais une chirurgie de clôture. Je ne sais pas, ça faudra le tester par une étude. On en a une en cours qui s'appelle CIRCA HPV, qui est un financement PHRC. Ça serait assez élégant quand même, ça serait élégant et c'est dommage pour nous chirurgiens qui adorons faire ce genre d'intervention, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour les patientes. Alors en conclusion, il y a la classification TNM, mais il y a des classifications biologiques. L'oncogénèse, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que ça fournit des talons d'Achille. Je vous ai montré plusieurs exemples, l'histoire du MSI, l'histoire du BRCA, et des marqueurs très spécifiques, l'ADN circulant. Et notre chirurgie, elle s'inscrit dans ce contexte, et on ne peut pas faire fi de ça. Et il y a une approche multidisciplinaire, bien entendu. Il faut qu'on accepte de modifier les gestes, de modifier nos stratégies en fonction de ça. Et quelque part, connaître la biologie, c'est quand même pouvoir proposer une chirurgie personnalisée. Et j'insiste quand même sur la stratégie neoadjuvante qui est quand même toujours payante pour la biologie et in fine pour les patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors ça, je suis content, c'est-à-dire que le topo était super clair. Ou qu'il est tard. Hop. Je crois que le topo de Roman, il conclut bien Oui. Non, ce que je disais à Diane, c'est que des marqueurs biologiques, on n'en a pas des tonnes. On ne faut pas les rater. Hein? Faut pas les rater. D'accord, mais est-ce qu'il y en... On pourrait penser qu'il en apparaît régulièrement, or, toujours les mêmes. Et... En fait, il y a deux approches. Une approche qui va, on va dire, supervisée et non supervisée. Je vous dis quand même la connaissance du génome permet d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes. Ce qu'on n'avait pas il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, où globalement, chaque labo mettait son marqueur, faisait une série rétrospective et ça fonctionne super, et puis après, ça ne marchait plus. Donc voilà, et il faut bien comprendre que le meilleur binôme, c'est j'ai un marqueur et j'ai une cible et j'ai la molécule qui va avec. Ça, quand même, il y a quand même beaucoup d'exemples qui montrent que ça fonctionne bien quand même. Donc on va conclure cette journée de l'Académie et de chirurgie et de la Société française de chirurgie oncologique avec un petit message de fin, Philippe. Vas-y. Donc vas-y. Je vais te remercier, parce que c'est toi qui as fait le programme, qu'il était super. Un peu dense peut-être, mais les orateurs ont été très très bons et on salue ceux qui restent. Voilà. On salue aussi tous ceux qui ont été connectés dans la journée. On a tout abordé. Je pense que là, on en ressort en sachant qu'on ne peut plus faire la chirurgie comme avant. On ne peut plus se dire, on apprend pendant nos années de chirurgie des techniques, et puis ensuite on passe avec nos années de carrière à les employer. C'est pas possible, ça fonctionne plus du tout comme ça. Donc si on fait de la chirurgie des cancers, il faut absolument qu'on aborde tout ce qu'on est en train d'aborder et qu'on ne touche absolument pas aux patients tant qu'on n'a pas fait la réunion de concertation qui, à partir de tout ce que nous, chirurgiens, apportons, du bilan d'extension, etc., mais de tout ce que la biologie nous apporte et des discussions avec les oncologues et des essais en cours et des résultats qui tombent sans arrêt, on propose vraiment le mieux pour les patients. Et ce sera peut-être le mot de la fin. Et merci à l'Académie de nous avoir donné cette opportunité. Et on s'arrête là. Merci. Au revoir.